Bonjour Lionel Sabot. Bonjour Nicolas Legrand. Vous recevez ce matin le directeur général adjoint de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Le général de division Maury. Bonjour mon général. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Directeur général adjoint donc de l'ONAC, l'Office national des combattants et victimes de guerre. Est-ce qu'on peut tout d'abord parler un peu de vous, mon général? Quelle a été votre carrière dans l'armée? Alors très rapidement, moi je suis un officier général issu de l'armée de terre. Oui. Je suis rentré dans l'armée en 1984, donc vous voyez, c'est pas tout récent. Et j'ai fait essentiellement une carrière comme officier dans le renseignement et dans les forces spéciales. Un petit peu de formation aussi. Donc j'ai servi dans des unités comme le 13e régiment de dragons parachutistes. Et puis j'ai été directeur des formations d'élèves à Couët-Quidan, par exemple. J'ai commandé un régiment, le 2e régiment de hussards. J'ai commandé la brigade de renseignement en Alsace, Oui. etc., etc. Donc voilà, une carrière essentiellement tournée vers le commandement en unité opérationnelle. J'ai participé à un certain nombre d'opérations extérieures en Afrique, en Afghanistan, dans les Balkans. Et aujourd'hui, donc directeur général adjoint de l'ONAC. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'ONAC? Parce que c'est vrai que nous qui rencontrons régulièrement des militaires, on connaît cette abréviation, cet acronyme. Par contre, pour les gens de la rue, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, l'ONAC n'est pas forcément très bien connu, alors que c'était une institution qui a de l'importance, évidemment, puisqu'on s'occupe de tous ceux qui ont souffert ou qui ont combattu pour notre pays. Donc on s'occupe en fait d'un certain nombre de personnes que l'on appelle les ressortissants. Les ressortissants, c'est évidemment les anciens combattants, prioritairement, dont les combattants qui ont été blessés au combat, par exemple. C'est aussi les veuves des combattants. Ça, on l'oublie un petit peu. Les veuves prennent de plus en plus d'importance, notamment celles de la 3e génération du feu, c'est-à-dire celles de la guerre d'Algérie, qui sont des personnes très très âgées et qu'on a le devoir d'accompagner à la fois sur le plan moral et sur le plan matériel. On a aussi les victimes des guerres, les victimes d'actes de terrorisme, les pupilles de la nation. Voilà, on s'occupe de... Et dans les pupilles de la nation, vous avez deux populations. Vous avez des pupilles majeures, par exemple, issues des conflits précédents, mais vous avez aussi une proportion très importante de jeunes enfants dont un des parents, par exemple, a été tué au combat ou blessé de façon très importante lors de ces combats. Vous le disiez, ce n'est pas qu'un soutien, j'allais dire symbolique, c'est un réel soutien, parfois matériel, c'est ça? Alors absolument, c'est à la fois un soutien, j'allais dire moral, Bien sûr. un soutien qui peut être aussi administratif. On y passe beaucoup de temps pour accompagner les personnes qui ont besoin de nous pour obtenir par exemple des aides de la part des institutions. Mais effectivement, nous avons un budget de solidarité qui est quand même important, de l'ordre de 25 millions d'euros par an, qui est voté par la représentation nationale. Et ça, on le met à la disposition de tous nos ressortissants qui sont en grande difficulté. Et en fait, nous avons quelque part 3 missions, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut s'attarder un petit peu sur le sujet. On a d'abord la mission de reconnaissance qui consiste à... Alors là, on a affaire plutôt à des juristes. Ce sont des juristes qui travaillent sur un code qui s'appelle le Code des pensions aux militaires d'invalidité des victimes de guerre, qui est un code juridique où ces spécialistes du droit arrivent à déterminer si telle ou telle personne peut faire partie de la cohorte des ressortissants de l'office. Ouais. Donc c'est essentiellement un travail de juriste qui permet de reconnaître, on appelle ça la reconnaissance, que des personnes sont éligibles au statut de ressortissant de l'office. Ensuite, on a cette mission de solidarité que j'ai évoquée il y a quelques instants, qui consiste à, parmi toutes ces personnes, à les aider sur le plan financier comme sur le plan moral ou administratif. Et puis enfin, on a une mission qui est un peu atypique et d'ailleurs qui est assez récente puisqu'elle date, je crois, de 25 ans, alors que l'Office est une vieille maison qui date de 100 ans, qui a été créée après la Première Guerre mondiale. C'est la mission mémoire. Et là, il s'agit de transmettre les valeurs du monde combattant à des publics, notamment des publics jeunes, mais aussi des publics qui peuvent être un peu éloignés du monde combattant. En métropole, on travaille beaucoup avec, par exemple, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc vous voyez, ces 3 volets, ces 3 pieds du tabouret, la reconnaissance, la solidarité et la mémoire, ce sont les 3 missions principales de l'Office. Et en Calédonie, pardonnez-moi, en Calédonie, l'ONAC fonctionne comment? Alors, très bonne question. On s'appuie sur là c'est de façon tout à fait générale, on s'appuie sur un maillage territorial qui est très présent. On a un service départemental ou un service territorial ou un service, on va dire, de proximité par département, par territoire, y compris dans les Outre-mer, mais aussi, et c'est un point qui est intéressant, on a un service au Maroc et en Algérie parce que nous avons encore un grand nombre de ressortissants. La Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception, donc nous avons un service ici implanté à Nouméa, la maison des combattants, comme on en a un à La Réunion, comme on en a un. Alors, cas particulier de la Nouvelle-Calédonie, notre service de proximité s'intéresse aux ressortissants
de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de Wallis et Futuna. Ça fait combien de ressortissants à la louche en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna? De mémoire, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 4500. Jean-Paul L'extrait derrière nous, il nous fait signe, oui, c'est 4500. 4500 ressortissants dont à s'occuper potentiellement. Donc essentiellement des combattants. Alors il y a très peu en métropole, on est très, très attaché à accompagner, je parlais des combattants de la 3e génération du feu. Ici en Nouvelle-Calédonie, on en a quelques-uns bien évidemment, mais l'essentiel des activités du service concernant l'accompagnement des ressortissants, ce sont les combattants des opérations extérieures. Donc depuis qui sont de retour en métropole, qui sont de retour en Nouvelle-Calédonie et qui ont servi potentiellement au RIMAP d'ailleurs, ou dans des unités qui sont présentes ici, mais aussi potentiellement dans des unités métropolitaines, notamment dans les troupes de marine qui interviennent beaucoup en opération. Donc en général, on a affaire à des soldats qui ont combattu sur des théâtres d'opération et qui reviennent ensuite ici en Nouvelle-Calédonie une fois leur service terminé. Vous parliez de transmission tout à l'heure, notamment à la jeunesse. En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans l'armée, globalement. Est-ce que ça, c'est important pour l'ONAC? Est-ce que c'est déjà des choses que vous regardez, que vous surveillez? Bien sûr que c'est important pour l'ONAC, parce qu'on sait qu'ici, on a affaire à une terre d'engagement. Et ça, je pense que c'est... Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense que c'est assez historique quand on pense effectivement à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le bataillon des volontaires du Pacifique. Donc c'est quand même un très très bel... On vient de fêter le 80e anniversaire. On va fêter le 80e anniversaire du retour de ces volontaires du Pacifique ici en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même une terre d'engagement et je pense que cette flamme qui date de quelques années, qui est une flamme historique, continue à être entretenue par nos jeunes de Nouvelle-Calédonie qui continuent à s'engager dans nos armées. Alors nous avons aussi un régiment de service militaire adapté ici, où je crois qu'il y a 600 jeunes par an qui fréquentent le RSMA, mais nous avons aussi à peu près 400 jeunes par an qui s'engagent au profit de nos armées. Et la proportion, je crois qu'elle est assez importante, parce qu'une classe d'âge, il me semble que c'est 4000 jeunes. Et donc vous voyez, entre le RSMA et les jeunes qui s'engagent, ça fait 1000 personnes, 1000 jeunes. Donc un quart, quand même, c'est quand même énorme. On n'a pas du tout ces proportions-là en métropole ou dans d'autres territoires. Donc c'est vraiment une terre d'engagement. Avec beaucoup de classes de défense aussi ici une quarantaine, en Nouvelle-Calédonie. C'est énorme. Quand vous êtes en visite comme ça en Nouvelle-Calédonie ou sur d'autres départements ou territoires d'outre-mer, finalement, qu'est-ce que vous faites pendant vos visites? Vous rencontrez un peu tout le monde, le Comsup, etc. Ouais, c'est exactement ça. Je rencontre beaucoup de monde. Vous faites le tour des popotes, quoi. Comme on dit dans l'armée, je fais le tour des popotes. Alors, en gros, il y a 3 axes. Je rencontre d'abord le service. Ça, c'est très important. Autant Jean-Paul L'extrait, qui est le directeur, je le vois très régulièrement parce qu'il se rend à Paris. Et puis, on s'appelle au téléphone, on se voit en visio, etc. Les autres agents, je ne les connais pas. Et c'est très important pour nous d'aller parler avec nos agents, parce que c'est eux qui vivent concrètement ce lien de proximité avec nos ressortissants. C'est eux qui font le job, en quelque sorte. Et donc, on a besoin de savoir comment ça se passe. Et on s'aperçoit que, par exemple, un agent de solidarité en Nouvelle-Calédonie, il n'a pas forcément exactement le même boulot qu'un agent de solidarité qui travaille dans le Morbihan ou dans le Nord ou dans la Moselle. Et ça, c'est très important de voir les conditions de travail, la façon dont les ressortissants sont accompagnés sur le territoire. Donc ce lien avec nos agents est très important. Évidemment, je rencontre aussi les autorités civiles et militaires. J'ai évidemment rencontré le général Soubrier, j'ai rencontré le haut-commissaire, j'ai rencontré le chef de corps du RIMAP. Et puis, on a aussi une rencontre qui est absolument nécessaire, c'est la rencontre avec le monde combattant, les principaux représentants des associations du monde combattant, qu'elles soient anciens combattants ou de nature plutôt mémorielle ou patriotique. Et donc, par exemple, hier, j'ai eu une petite heure et demie de rencontres avec les différents présidents, et on a évoqué beaucoup de sujets très, très intéressants. Et puis enfin, ça me permet de visiter, alors ça je ne l'ai pas encore fait, quelques lieux de mémoire, parce qu'ici on est vraiment attaché à la mémoire de ce qui s'est passé, de ceux qui ont servi notre pays.
Donc je pense que Jean-Paul cet après-midi va me présenter quelques lieux mémoire. Et puis je rencontre aussi des institutions, j'allais dire, plus civiles. J'ai vu hier des représentants de la province sud, je vais voir des représentants du Congrès, du gouvernement, etc. Parce qu'il y a quelques sujets d'importance et qui sont vraiment très spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Mon général, une question pour terminer, un peu personnelle. Vous le disiez au début de cette interview, vous avez été en opération extérieure, vous avez été sur les théâtres d'opération. Aujourd'hui, vous êtes le directeur adjoint de l'ONAC. On allait dire que c'est un peu plus tranquille, pardonnez-moi l'expression, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, au-delà du fait que voilà, vous êtes général dans l'armée, que quand on vous impose de faire quelque chose, vous le faites, qu'est-ce qui fait que vous aimez ce poste de directeur adjoint de l'ONAC ? Comment vous dire ? Oui, effectivement, j'ai fait 36 ans dans l'armée de terre et essentiellement une mission, enfin comme je l'ai dit, une carrière tournée vers l'opérationnel et le commandement. Et on m'a proposé, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, quand j'ai quitté l'institution, qui m'a proposé d'être directeur adjoint de l'ONAC, institution que je connaissais à peine. Franchement, je la connaissais à peine. J'ai un peu regardé ce que c'était et je me suis dit qu'il y avait un vrai sens, une vraie continuité entre cet engagement opérationnel au contact des hommes à qui j'ai demandé énormément, notamment parfois de partir en opération dans des conditions extrêmement difficiles. Il me semblait naturel de consacrer une petite partie de ma vie, j'allais dire, à la troisième mi-temps, c'est-à-dire à la façon dont on pouvait s'occuper de ces gens, de ces personnes qui se sont un jour engagées pour notre pays. Il me semble que c'était une continuité tout à fait naturelle et j'en suis très satisfait parce que effectivement ça me permet de, avec nos petits moyens, mais voilà, quand même d'apporter quelque chose à ces personnes, qui eux ont donné à un moment, ont donné à un moment. Merci beaucoup, mon général, d'avoir été avec nous ce matin. Général de division Maurice, directeur général adjoint de l'ONAC, l'Office national des combattants et des victimes de guerre.